J'espère que vous allez très bien. On est à peine 15 jours de la fin du mercato. Et la question qu'on se pose aujourd'hui, c'est et maintenant, que va-t-on faire? Parce que la SSE a déjà beaucoup bougé cet été et les deux premiers matchs sont plutôt rassurants, voire convaincants en ce qui concerne le second. Mais comme l'a dit Eric Horneland en conférence de presse avant ASS Rodez, je cite, on verra sur les 15 ou 20 jours qui arrivent si des changements interviennent. S'il devait y en avoir, je ne pense pas qu'il serait majeur de mon côté. Le club est dans une bonne position, une position de force. Il n'y a pas le besoin de vendre ou de recruter. On se tient prêt. En cas d'opportunité, on verra s'il faut passer à l'action. Alors, mercato déjà réussi ou mercato encore ouvert? On va discuter ensemble de tout ça aujourd'hui et parler de tout ça. Et pour parler de tout ça, je suis accompagné de deux Dylan. Déjà, ça ne facilite pas forcément les choses, mais c'est pas grave. Ce qui me facilite les choses, c'est qu'il y en a un qui a un compte fan d'actualité sur les Verts sur Instagram qui s'appelle fanpage ASSE42. Et ben salut fanpage ASSE42, je vais t'appeler comme ça. Donc Dylan, comment vas-tu? Bah écoutez, ça va très bien. Salut Paul, salut Dylan, salut à tous. Ça va très bien. Et ben Un nickel. très bon début de saison, donc Ouais, très bien. c'est ça, un très bon début de saison. On va pouvoir parler du mercato qui va bientôt se terminer. Ça fait 2 mois qu'il est ouvert maintenant. Et justement, on va accueillir l'autre Dylan que vous connaissez bien sur la chaîne. Vous avez l'habitude de le voir. Je vais te saluer maintenant. Comment vas-tu? Ça va super, Paul. Bah écoute, comment ne pas aller bien après cette magnifique victoire 4-0 contre Rodez? On est très content, une super ambiance au stade et une équipe justement qui est incroyable. Donc on va en parler, mais évidemment, on est très content. Ouais, il y avait beaucoup de monde au stade, plus de 33 000 personnes et une véritable ambiance. Ça s'est bien ressenti sur Beansport, en tout cas pour ceux qui l'ont regardé à la télé. Donc au stade, j'imagine pas, ça devait être magnifique. En tout cas, ça a poussé les Verts vers la victoire, ça les a poussés à faire un match complet. Maintenant, je vous propose de commencer cette vidéo. On va plutôt parler du mercato parce que je sais que ça vous intéresse et ça m'intéresse aussi, bien sûr. Comme il reste 15 jours, est-ce qu'on va encore avoir du mouvement du côté de l'AS Saint-Etienne? J'attendrai également votre avis en commentaire, savoir ce que vous en pensez. Mais en tout cas, nous, on va parler dans le sens des arrivées et ensuite dans le sens des départs. Mais ça, on va en parler juste après le générique. Bon déjà les gars, on va commencer par une première question parce que les Verts ont bien débuté le championnat, on l'a dit tout à l'heure, avec 4 points pris lors des 2 premiers matchs, donc 4 points sur 6, dont 3 la semaine dernière dans le Chaudron, 7 buts marqués, on est la meilleure attaque, on en a encaissé 3 également lors du premier match. À 15 jours de la fin du mercato, est-ce que vous attendez encore des mouvements, notamment au niveau des arrivées? On reviendra sur les départs tout à l'heure, mais au niveau des arrivées, Dylan. Alors au niveau des arrivées, je dirais qu'on a un effectif qui est plutôt complet maintenant. La victoire contre Rodez le prouve, on a une profondeur de banc qui est quand même exceptionnelle, surtout en attaque. Et ça, c'est une grande richesse et ça, c'est un choix un peu de riche pour Eric Horneland, donc il va pas s'en plaindre. Maintenant, au niveau des arrivées, je dirais que ça va un peu coïncider avec les départs. Si on a des départs un peu dans cette fin de mercato, il faudra recruter au poste où on aura des joueurs qui vont partir. Je pense qu'on en parlera mieux quand on parlera au moment des départs. Mais sinon, on a un effectif pour l'instant. Si on se dit que tous les joueurs vont rester, l'effectif me paraît assez complet. Le seul petit bémol, c'est peut-être acheter un milieu défensif pour remplacer Pierre Ecois. Pierre Ecois, sa situation, elle est quand même assez délicate. On ne sait pas trop comment ça va se finir. On a un joueur qui n'a pas envie de jouer en Ligue 2, mais pourtant qui est sous contrat. Donc, est-ce qu'il va revenir dans le groupe? Est-ce qu'il va partir? Je ne sais pas. On va en reparler lors des départs. Mais du coup, la situation de Pierre Ecois fait que Saint-Étienne doit regarder peut-être sur un milieu défensif. Comme ça, on aura un peu doublé les postes. Peut-être, j'aurais peut-être aimé un latéral peut-être supplémentaire, je ne sais pas. On a de la jeunesse dans les latéraux, mais est-ce que ça va suffire? Je ne sais pas. Peut-être une recrue défensive en plus, mais sinon, l'effectif me paraît bien complet. Et toi, fanpage Oui, SC40, t'es d'accord avec ça? Ouais. Oui, je suis d'accord avec ce que dit Dylan. Justement, suite à la situation de Pierre Ecois, je pense qu'il faudrait peut-être recruter un 6, peut-être un milieu défensif, même si pour l'instant le milieu donne satisfaction. Mais je parle aussi en quantité, si jamais il y a une blessure ou une suspension, ou voilà. Peut-être un défenseur central aussi, comme a dit Dylan, une recrue défensive. Si Mikel Nadé venait à partir,
Il n'y aurait plus que Bernouin et Lamba. Donc je pense qu'une recrue défensive serait un plus. Euh, Après, ouais, peut-être un latéral gauche pour faire une doublure d'Anan. Mais je pense pas que ce soit non plus la priorité parce qu'on a le petit Lassana Traoré, bon, qui me semble encore un petit peu juste pour la Ligue 2, mais dans la rotation, si jamais Anan devait manquer 1 ou 2 matchs, il pourrait peut-être être titulaire, mais peut-être un latéral gauche effectivement pour une doublure d'Anan, comme un peu Stošković avec Ferreira. Et puis sinon au niveau de l'attaque, pour moi au niveau de l'attaque et au niveau du poste de gardien de but, pour moi il n'y a pas de renfort à attendre. Sauf si, bien sûr, si Stassin, mais on en parlera un peu plus tout à l'heure, si Stassin et David Tajudis venaient à quitter le club, voilà, peut-être les remplacer. Mais sinon, comme dit Dylan, on a un effectif assez complet avec une bonne profondeur de banc, donc c'est plutôt bien. Ouais, c'est plutôt bien. C'est vrai que devant, pour l'instant, il y a du monde. On y reviendra tout à l'heure. Donc, vous parlez surtout de recrues défensives, un milieu de terrain défensif, un latéral, notamment un latéral gauche. Je vais vous poser une question. Vous allez peut-être pouvoir rapidement y répondre, je pense. Si jamais l'AS Saint-Etienne ne fait pas venir un de ces deux joueurs, donc milieu défensif ou un latéral, ou même un défenseur central, est-ce que vous serez déçu ou est-ce que vous serez déjà très satisfait du mercato de l'AS Saint-Etienne, Dylan ? Alors, je vois plus ça, perso, comme un bonus, c'est vraiment pour compléter à 100% l'effectif. Maintenant, s'il n'y a pas plus de recrues, qu'il n'y a pas de mouvement, mettons que le mercato est figé aujourd'hui, je suis quand même très satisfait du recrutement. Tous les postes prioritaires on a investi dans tous les postes prioritaires, surtout les latéraux qui étaient vraiment le poste vraiment de prédilection, et aussi avec Lamba, un gros défenseur central, donc ça fait plaisir là-dessus. Mais ouais, comme dit Fanpage ASSE, ce serait bien une autre recrue défensive, car pour moi, on a deux latéraux très jeunes, avec Stošković, j'ai du mal à prononcer, mais aussi avec Lassana Traoré. C'est quand même des latéraux qui sont très très jeunes, et pas sûr qu'ils soient au niveau. D'ailleurs, le club veut les faire interchanger avec la réserve et le groupe pro, donc pas sûr qu'ils soient tout de suite au niveau Ligue 2. C'est pour ça que je préfère avoir quand même une recrue assez défensive, pour être sûr au moins en cas de pépin. On sait qu'à Saint-Étienne, physiquement, des fois, on a souvent des blessés. Bah là, on le voit avec Bernouer qui est blessé, mais qui va bientôt revenir. Donc, c'est pour ça, une recrue défensive, peut-être finalement mieux, comme dit Fanpage ASSE, une recrue peut-être défenseur central, quelqu'un de polyvalent. Mais sinon, non, ça va. Défensivement, on a quand même un effectif assez plein. Et si on s'arrête aujourd'hui le mercato, je suis très heureux du recrutement. C'est déjà un recrutement qui est assez conséquent donc de la part de Saint-Etienne. Justement, je vais vous rappeler les recrues. On a Jaber qui a rejoint l'AS Saint-Etienne. Je vous les affiche également sur l'écran. Stošković, Traoré, Ferreira, Anan, Lamba, Defeus, Bernauer, Cardona et quoi, les 3 options d'achat ont été levées, mais pour l'instant la situation est plutôt très compliquée concernant Pierre Ekwa. Je voudrais déjà qu'on fasse un focus sur les latéraux qu'on a notamment vu évoluer contre Rodez, donc en parlant de Ferreira mais également de Anan. C'est vraiment les deux vrais latéraux, on va dire, que la Saint-Etienne a recruté, puisque Lassana Traoré est plus jeune. Il a d'ailleurs joué avec la réserve, tout comme Stošković. Ils vont alterner entre gros pro et réserve, hein. Ça le coach stéphanois l'avait indiqué en conférence de presse, Eric Orneland. Donc concernant Ferreira et Anan, est-ce que pour toi, Fanpage ASSE 42, ce sont les deux profils qui manquaient à l'AS Saint-Etienne sur les côtés? Sur ce qu'on voit depuis le début, enfin surtout le match face à Rodez, sur ce qu'on voit, oui, il nous manquait, c'était, comme a dit Dylan, c'était des postes prioritaires, il fallait renforcer impérativement. On l'a fait, en plus avec des bons choix, je trouve, pour l'instant. Ferreira, il a de l'expérience, il a joué l'Europa League avec Braga l'année dernière. C'est un renfort de poids pour la défense stéphanoise, donc je trouve que c'est plutôt positif. Et Anan, je trouve plutôt intéressant également. Donc je trouve, oui, effectivement, qu'on a trouvé nos deux latéraux et c'est deux bons renforts pour les Verts. Et puis surtout, ça colle au profil, au style de jeu d'Orneland surtout. C'est ça qui est important. Oui, c'est important, c'est des recrues que voilà, Eric Orneland a certainement aussi voulu. On est vraiment en train de construire l'effectif désiré par le groupe Kilmer Sport. On y reviendra tout à l'heure justement parce qu'il ne reste pas beaucoup de joueurs qui étaient là auparavant. Toi, de ton côté, Dylan, est-ce que tu as apprécié les deux recrues, Anan et Ferreira, et moi, ce
qui m'a marqué, c'est aussi clairement la qualité technique et la qualité de passe de Ferreira. On l'a vu notamment sur le but de Joshua Duffus. Oui, complètement. J'ai bien aimé ces deux latéraux et je trouve que ça fait quand même un grand bol d'air frais pour le club. Parce que les latéraux, ça fait plusieurs saisons que c'est notre tendon d'Achille, comme on dit. Et bah là, on a carrément vu la différence. Je suis complètement fan de la recrue João Ferreira, qui a fait un match contre Rodez juste magnifique. Il avait déjà été prometteur dans son entrée contre Laval, mais je l'ai vraiment trouvé encore plus percutant. Vraiment, défensivement, ça a l'air d'être très solide. Et offensivement, il a l'air vraiment de donner beaucoup de solutions pour nos attaquants, notamment nos ailiers. Notamment ce bijou qu'il a fait contre Rodez, cette passe magnifique. Vraiment, c'était du grand art, comme on dit. Et ouais, vraiment un défenseur très complet et un très bon match de sa part. Et j'espère juste qu'il va confirmer les attentes qu'on a placées en lui. Mais quand on voit qu'il a joué dans des jolis clubs comme Braga au Portugal, il a joué l'Europa League la saison dernière, on se dit waouh, Kilmer a réussi à faire venir ce genre de profil. C'est exactement ce qu'il nous fallait. Et pour de la Ligue 2, c'est excellent. Et je pense qu'il va faire beaucoup de bien et j'espère juste qu'il va pas être freiné par les blessures ou quoi et qu'il va faire une grande saison. Mais vraiment, s'il n'a pas de pépin physique, il va faire une très très grosse saison. Et pour Annan, pareil, je trouve peut-être moins en vue, moins impressionnant que Ferreira, mais dans les deux matchs, que ce soit contre Laval ou contre Rodez, il a fait son match, il a toujours été présent, je trouve. Défensivement, pareil, c'est très correct, il a toujours été là. J'ai pas vu de grosses fautes, que ce soit au niveau marquage ou défensivement. Offensivement, il arrive à se rendre présent et à mener l'attaque avec ses coéquipiers. Il arrive toujours à être bien devant. Donc ouais, c'est les latéraux qu'on demande, des latéraux modernes qui déjà, des latéraux, ça reste des défenseurs donc qui sachent défendre et en plus qui arrivent à monter et à avoir une certaine rapidité et pouvoir aussi bien centrer. C'est ce qu'on attend aussi de bons latéraux. Donc ouais, ils sont très complets et très prometteurs en tout cas à voir la suite, mais ça fait plaisir. On a enfin de vrais latéraux à Saint-Etienne et je pense que le recrutement Kilmer, c'est pas loupé. Ouais, clairement, Annan, on l'a vu notamment très rapide. Ce qui lui manque peut-être, c'est sa qualité de centre pour l'instant, parce que malheureusement, ils ont été un petit peu imprécis. Mais voilà, il vient d'arriver. C'est quand même du positif. Mais voilà, moi, j'essaye quand même de rester calme, on va dire, patient, parce que je me dis qu'il faut confirmer. Et ça, c'est souvent très compliqué à Saint-Etienne. On peut s'enflammer sur certains joueurs par rapport à leur premier match. Je me souviens de Neyou notamment, on s'était tous enflammés. C'est des joueurs qui par la suite ensuite doivent réussir à confirmer. C'est pas ce qui te fait le plus peur, toi, Fad Pages 42, justement, que ces joueurs-là arrivent à confirmer, hein. Je parle des latéraux comme Annan, comme Ferreira, mais aussi des autres recrues comme Lamba. Mine de rien, il y a quand même beaucoup de recrues à Saint-Etienne, donc il faut que toutes ces recrues arrive aussi à confirmer dans ce championnat de Ligue 2 qui, c'est vrai, est plus faible que le championnat de Ligue 1. On a un recrutement conséquent, mais il faut quand même réussir à confirmer de match en match. Bien sûr, tout à fait. Il faut toujours confirmer, surtout dans le football. On va dire que c'est comme tu as dit, Paul, il faut être patient. Il faut attendre de voir s'il confirme, mais en tout cas, je trouve que c'est très encourageant, en tout cas pour la suite. Et j'imagine que des joueurs comme Ferreira, qui a joué au plus haut niveau, sachent confirmer. Annan, on va attendre, mais Annan, je trouve que c'est plutôt positif également. Mais Ferreira, il a joué au plus haut niveau, il a confirmé, il sort de 2 grosses saisons de première division. Donc, je suis plutôt confiant, on va dire, pour la suite, on va dire. Et puis même pour les joueurs comme Dufus, je sais pas comment. Il est très intéressant également, à confirmer également, parce qu'il est resté 2 ans sans jouer, il me semble. Quasiment, ouais, il jouait avec les jeunes de Brighton. À voir ouais. Donc à voir ce que ça donne également, mais je suis plutôt confiant sur l'ensemble des recrues qu'on a à notre disposition cet été. Ok, donc on va voir comment ça va évoluer concernant ces joueurs-là. Et toi, de ton côté, Dylan, tu attends encore une véritable confirmation ou tu penses que ça va couler de source et que ça va être des joueurs qui vont être capables de s'imposer rapidement? Non, évidemment, il faut attendre la confirmation, évidemment, même si c'est très prometteur. Comme tu l'as dit, il y a eu beaucoup de joueurs on a eu sur les premiers matchs, beaucoup d'impressions positives, puis au final, pas terrible. Évidemment, tu as dit Neyou, je pense bien plutôt à Hassan Diouf, qui avait fait un premier match exceptionnel à l'époque, et au final, ça a été une grande déception. Donc, il y a plein d'exemples comme ça, de joueurs prometteurs qui, malheureusement, ont flop par la suite. Donc, évidemment, il faut attendre. Mais en tout cas, quand je vois un Ferreira qui a un parcours quand même assez exceptionnel pour un joueur de Ligue 2, je me dis quand même qu'il va pas avoir de souci à enchaîner les matchs.
Annan qui vient d'un championnat quand même serbe, qui est quand même un peu moins relevé, mais ça reste quand même un gros championnat. Enfin, il y a l'Étoile Rouge Belgrade, c'est quand même des clubs qui jouent des compétitions européennes, donc quand même, c'est des clubs qui ont l'habitude de jouer au haut niveau. Donc je suis pas plus inquiet que ça, mais voilà, maintenant il faudra quand même attendre la confirmation, évidemment, mais c'est prometteur en tout cas, c'est prometteur. Ouais, les premières apparitions sont prometteuses et puis surtout ils n'ont pas mis longtemps à s'intégrer au groupe et ça semble être positif, mais encore une fois on va attendre que ces joueurs confirment, mais ils ont déjà montré en tout cas qu'ils avaient du talent. Maintenant on va plus se concentrer sur la défense centrale qui avait fait beaucoup parler d'elle lors du dernier match, notamment Michael Nadé qui avait vécu un match compliqué face à Laval. Dernier match, du coup c'est même plus le dernier match puisque c'était contre Laval, et Nadé qui pour moi c'est en tout cas très très bien rattrapé face à Rodez où il a gagné énormément de duels. Et la question se posait, est-ce que la charnière Nadé Lamba va-t-elle être complémentaire ou faut-il faire bouger les choses, notamment avec Maxime Bernauer, parce qu'il y a aussi des interrogations sur Maxime Bernauer qui n'a pas pu jouer les 2 premiers matchs. Il était sorti, il s'était touché l'ischio-jambier droit contre Cagliari, il n'a pas rejoué depuis, c'était dans le match amical. Est-ce que Maxime Bernauer va pouvoir retrouver sa place ? Comment ça va se passer ? Qu'est-ce que tu en penses, toi, fan page SSE 42 ? La charnière Nadé Lamba, t'as-t-elle déjà satisfaite lors de ce match contre Rodez, ou il faut qu'on confirme également aussi parce que Rodez semblait aussi faible ? Oui, tu l'as bien dit, Paul. Rodez semblait quand même assez faible sur ce match-là. C'est pour ça qu'il faut de la confirmation pour la charnière centrale Nadé Lamba. Sur le match face à Laval, je reviens un peu dessus. C'était plus Nadé qui était un peu plus en difficulté. Oui. Plus que la charnière centrale. Mais sur le match face à Rodez, je les ai trouvés solides. Et voilà, comme on a dit, Rodez est une équipe quand même assez faible dans ce championnat, sans faire offense à cette équipe-là. Mais voilà, attendre faut confirmer. Je pense que Bernauer Lamba, il faudrait le tester aussi également. On l'a vu en match de préparation, peut-être pas assez. Il faut voir comment cette défense tient sur la durée en fait. Voilà, c'est plus de la confirmation maintenant. Donc je la trouve assez solide. Sur le match face à Rodez, en tout cas, je la trouve assez solide. Maintenant, il faut voir si ça se confirme plus tard. Surtout que Bernauer revient, il me semble, pour le match face à Grenoble. Il l'avait dit au micro de Beansport. Donc on va attendre de voir justement. Et puis c'est bien d'avoir des choix. Ça amène de la concurrence aussi. La concurrence, c'est très important. On y reviendra tout à l'heure aussi dans le secteur offensif parce qu'il y en a beaucoup. De ton côté, Dylan, est-ce que tu remets encore un peu en cause cette charnière Nadé Lamba ? Tu attends de voir, ou elle a montré qu'elle était capable de performer ? Ça peut être la charnière de la saison. J'attends de voir clairement parce qu'on a évidemment fait que 2 matchs. Il y a eu 2 contrastes. Le match à Laval où vraiment c'était très compliqué, surtout pour Michael Nadé qui est passé totalement à côté de son match. Et à côté, on a quand même ce match avec Rodez qui est bien plus rassurant, avec quand même un clean sheet et un effort défensif qui a été bien meilleur. Et on a senti que cette charnière centrale était vraiment dans son match. Maintenant, évidemment, un match ne peut pas confirmer et on attend de voir comment ça va se passer par la suite. Rodez, voilà, sans manquer de respect, c'est pas un des cadors du championnat. Donc il va falloir attendre contre des vraies équipes. Quand je dis vraies équipes, c'est vraiment des équipes qui veulent jouer la montée. J'ai du respect envers Rodez, mais je veux dire des équipes comme Reims, comme Montpellier, comme Bastia, ou comme d'autres clubs qui sont amenés cette saison à jouer la montée. Donc il va falloir attendre. J'ai hâte du retour de Maxime Bernauer, qui je pense peut apporter beaucoup. Là aussi, c'est un casse-tête pour Eric Horneland, parce qu'on a quand même 3 défenseurs centraux, entre guillemets, de base titulaire. Donc à voir quelle est la meilleure composition à faire. Je pense que Lamba va jouer parce qu'il y a quand même un énorme investissement sur lui. Donc, évidemment, il va falloir qu'il progresse, qu'il s'adapte. Et à mon avis, je pense qu'il sera titulaire. Maintenant, de l'autre, qui choisir entre Michael Nadé et Maxime Bernauer ? Évidemment, on va voir qui est le plus méritant, qui va être le meilleur. Mais c'est aussi qui est le plus complémentaire avec Chico Lamba. Donc là aussi, un casse-tête pour Eric Horneland. Mais je dirais un casse-tête de riche parce que c'est quand même des bons défenseurs centrales pour de la Ligue 2. Et à voir, mais dans tous les cas, j'espère qu'on pourra compter sur un grand Maxime Bernauer, un grand Michael Nadé et un grand Chico Lamba et que les 3 vont pouvoir nous faire une grande saison et qu'on n'ait pas à recruter à ce poste et que ces 3-là vont faire l'affaire. Ouais, c'est ce qu'on espère en tout cas, que ces 3-là vont faire l'affaire. Mais moi, il y a quand même une question que je me pose parce que je me dis Maxime Bernauer, bon, il est arrivé l'année dernière, on a levé son option d'achat, donc ça montre bien que le club comptait sur lui. Et dans le même temps, il y a Chico Lamba qui est arrivé, il y a Michael Nadé qui est encore là, parce que Nadé, on évoque potentiellement un départ aussi, mais pour l'instant, il est bien stéphanois. Si jamais cette charnière, Michael Nadé, Chico Lamba venait
à fonctionner, ce que je souhaite bien sûr. Et je me demande vraiment quel serait l'avenir de Maxime Bernauer à ce moment-là, parce que clairement tu viens de lever son option d'achat. C'est un joueur qui a 27 ans, je crois, à peu près, 27-28 ans. Il est censé être en pleine forme, là, dans le meilleur de sa carrière. S'il ne joue pas une saison, je suis bien évidemment dans le fictif, hein, mais ça va dépendre, franchement, comment la charnière centrale fonctionne, parce que quand on sait que la charnière centrale fonctionne, on ne la change pas beaucoup. Qu'est-ce qui va se passer pour Maxime Bernauer? Donc je pense qu'il se pose aussi la question, et notamment avec sa blessure qui ne l'a clairement pas aidé, parce que ça l'a un petit peu sorti du groupe. Hein. Malgré tout, il n'avait pas trop le choix. Nadé n'a pas réussi à s'imposer contre Laval, il s'est imposé contre Rodez. Là, tu disais tout à l'heure, fanpage C42, qu'il va peut-être revenir contre Grenoble, mais il y a encore un match contre Boulogne. Si Nadé fait un gros match contre Boulogne, je ne vois pas Bernauer redémarrer en tant que titulaire. Et c'est compliqué en tout cas de le relancer après. Donc vraiment c'est une question que je me pose. Pour l'instant on ne peut pas forcément y répondre. Mais je trouve que l'avenir de Maxime Bernauer est quand même assez flou pour l'instant. Mais c'est un problème de riche et tant mieux parce que souvent on se pose plutôt des questions dans l'autre sens. Comment on va faire pour combler un vide en défense au poste d'ailier parce qu'on n'en avait pas beaucoup. Là non, ce n'est pas le cas. On peut faire rentrer des bons joueurs. On l'a vu sur le banc face à Rodez. On a Cardona qui rentre, on a Stassin, on a Hold. C'est quand même aussi assez important pour nous et c'est très bien. Mais c'est quand même des choses qu'il faut prendre en compte dans un groupe. On va parler maintenant d'une autre recrue, c'est Mahmoud Jaber qui a lui disputé son premier match contre Rodez. Il était absent face à Laval, mais il était bien et très bien présent. Il a même marqué lors du dernier match. J'ai une question moi aussi parce que je trouve que c'est des profils qui sont similaires avec Florent Tardieu. Jaber, je trouve qu'il joue un peu trop bas, même s'il est très intéressant. Pour moi, il a plus un rôle de numéro 8. Est-ce que vous pensez que ça peut fonctionner aux côtés de Florian Tardieu ou est-ce que vous verrez un autre milieu de terrain côté stéphanois? T'en penses quoi, Dylan? Non, c'est compliqué à dire encore une fois de voir s'ils sont compatibles, mais contre Rodez en tout cas ça a bien marché. Mais comme on dit, on peut pas rester dans la culture de l'instant, donc il va falloir attendre sur plusieurs matchs. Mais en tout cas, ça a bien marché. Jaber, belle révélation en tout cas. Il a fait un match exceptionnel, l'homme du match clairement contre Rodez. Il était partout et vraiment, il était waouh. Je pense que le fait qu'il ait fait toute la prépa avec l'équipe, ça a bien aidé. Il était bien intégré et on a vu qu'il était tout à fait huilé dans le collectif. Donc ça, je pense, ça a beaucoup aidé. Et ouais, belle trouvaille en tout cas, Mahmoud Jaber. À voir, évidemment, à confirmer parce qu'on peut pas dire sur un match, comme je le répète, et c'est important de prendre des précautions. Mais je pense que il va être titulaire et que on a un très bon milieu de terrain. Avec Florent Tardieu, ça peut faire une très bonne combinaison. Florent Tardieu, je pense qu'on a besoin de ce genre de joueur, tu vois, qui apporte son expérience. Florent Tardieu, on voit que même techniquement, il est encore très bon. En Ligue 1, on le voyait, c'était là un peu le meilleur joueur de cette fin de saison. En Ligue 1, donc en Ligue 2, je suis pas sûr, mais en tout cas, il apportera beaucoup d'expérience et de sérénité dans ce milieu de terrain. Maintenant, est-ce qu'ils sont compatibles? Je sais pas. Après, pareil, on a de la profondeur devant, j'ai envie de dire. On a Emen Mouefek qui fait un très bon début de saison de devant. Après, on a Benjamin Bouchary, le cas Benjamin Bouchary. Est-ce qu'il va partir? Est-ce qu'il va rester? Quand il va revenir, c'est quand même. Il va peut-être. Il y aura de la concurrence, quoi. Benjamin Bouchary, c'est quelqu'un qui va jouer. Donc, voilà, encore un casse-tête pour Eric Corneland de se dessiner son milieu de terrain. J'ai l'impression que c'est à toutes les lignes, vraiment un grand casse-tête. Mais voilà, on a Bouchary, donc. Voilà, pareil, un problème de riche, effectivement, mais ça avait l'air bien marcher contre Rodez, pareil, à confirmer, quoi. Ouais, exactement. Il y a Gadet Bekou aussi qui est... Oui, Gadet Bekou, évidemment, que j'ai parlé, évidemment, le petit jeune qui a évidemment fait un très bon match contre Laval et qui après est entré contre Rodez et qui n'a pas été mauvais non plus. Donc lui aussi, il va grappiller au fil de la saison du temps de jeu. Donc voilà, il y a beaucoup... J'aimerais pas... Eric Corneland, en tout cas, il va avoir des choix à faire. Il va avoir des choix à faire. Et justement, toi, quel est ton avis là-dessus? Est-ce que tu penses que... tu parlais de Gadek Beku, fanpage SSE, tu l'alignerais titulaire aux côtés de Jaber et puis de Mouefek, pourquoi pas? Ou tu laisserais aux côtés de Tardieu? Après, Gadek Beku est jeune également, donc il faut faire très attention à lui aussi. Il faut gérer les temps de jeu. Moi, ce qui me fait peur, en tout cas, c'est que je me dis, c'est deux profils qui se ressemblent, et quand les équipes vont nous analyser correctement, parce que là, voilà, elles ont déjà vu comment on jouait, on l'a vu
la saison dernière en Ligue 1, même si c'était de la Ligue 1 et puis on n'avait pas encore les mêmes joueurs, c'était pas ceux qui correspondaient au projet de jeu d'Eric Orneland, et ben ils vont comprendre comment casser ce milieu de terrain, monter au pressing sur Jabber. Je sais pas vraiment comment s'y prendre, mais est-ce qu'il faut pas réussir à changer quelque chose tout de suite? T'en penses quoi, toi, fan page SC42? Alors, je vois ce que tu veux dire, Paul. Après, pour l'instant, changer tout de suite quelque chose maintenant, je pense que vu comment notre milieu de terrain fonctionne actuellement, je pense que je le laisserai tel qu'il est, genre Tardieu, Jabber et Mouefek, ça fonctionne très très bien. Après, comme tu as dit, les adversaires vont nous analyser très rapidement. Donc, on peut aussi s'adapter aussi à l'adversaire également. Donc, faire des effets de surprise. Comme tu as dit, un changement de joueur peut nous permettre de surprendre l'adversaire, mais pour l'instant, je le laisserai tel qu'il est, le milieu de terrain. Les Gadet Bekou, concernant Gadet Bekou, ce serait plus pour la rotation. Il est très intéressant. Je pense que le mettre titulaire d'entrée tout de suite en Ligue 2, je pense que ça serait une erreur. Ça risque de trop si je peux me permettre, entre guillemets, trop le cramer. Je pense qu'il faut plutôt le garder pour la rotation. Exactement. Ok. En tout cas, c'est peut-être lui qui peut brûler les étapes pour. Il peut aussi donc jouer dans un rôle plus bas de numéro 6, ce jeune joueur. Mais en tout cas, il y a beaucoup de profils différents à Saint-Etienne. Comme vous l'avez rappelé, on a Bouchoirie, on a Mouefek, on a Jabber, Tardieu, Gadegbeku, bref, même Mouton, plein de joueurs que Eric Orneland peut mettre titulaire sur le terrain. Donc c'est quand même bon signe. Mais on va voir ce qui va se passer au niveau des départs, et on en parlera tout à l'heure dans le sens des départs. Quel est votre avis? Maintenant, je voudrais qu'on parle de celui qui a fait beaucoup parler de lui durant ce match. Il a pourtant joué que 45 minutes, mais on l'a beaucoup vu. Il a même marqué, il a eu plein d'autres occasions. C'est Joshua Defeus. Bon, première question pour toi, Dylan. Est-ce que Defeus t'a convaincu pour sa première sous le maillot stéphanois? Comment ne pas répondre non? Comment ne pas répondre non? Évidemment qu'on a été tous convaincus par cette première mi-temps de Joshua Defeus. Il a été incroyable. Les commentateurs de BeIN d'ailleurs l'avaient bien rappelé. C'est techniquement son premier match pro en vrai. Donc un premier match à haut niveau. Et vraiment, il a été impressionnant. Moi entre guillemets, je ne m'attendais pas à grand-chose de sa part. Il fallait évidemment qu'il s'habitue, même s'il a fait un bout de prépa avec le club, mais ça reste un jeune joueur qui a tout approuvé. Donc je n'attendais pas grand-chose de sa part. Il m'a énormément surpris. Il a été vraiment très présent. Il s'est créé énormément d'occasions, très disponible, de bons appels. Donc ouais, on a un très bon attaquant il est rapide. Enfin bref, vraiment, c'est un très bon espoir en attaque. Et ça fait très plaisir, honnêtement. Son premier but, en plus, il était tellement heureux. Ça a l'air d'être un super gars en plus, donc vraiment génial. Et on sentait qu'il était heureux d'être là. Et vraiment, sa première mi-temps, elle n'est pas parfaite, évidemment, mais vraiment très prometteuse. Et j'ai vraiment hâte de le revoir contre Boulogne et pendant les autres matchs parce que vraiment, je crois, on tient une belle pépite. Ouais, on le voit qu'il est heureux. Là, j'ai mis en photo sur le visuel, sur le diaporama après son but, la célébration. Il crie, franchement, on voit qu'il est heureux d'avoir marqué son premier but sous le maillot vert. De ton côté, toi, fan page SSE, t'en as pensé quoi de la première de Joshua Defeus? T'as également été très convaincu par sa prestation? Oui, comme a dit Dylan, comment ne pas l'être? Je l'ai trouvé avec énormément d'envie. Il avait énormément d'envie. Je le trouve assez technique. Il est rapide. J'aime bien aussi quand il se pose pas de questions. Il enchaîne vite, frapper de loin. Ouais, voilà, on voit qu'il est en confiance en fait. On voit qu'il est en confiance, malgré c'était son premier match en pro. Donc non, je suis plutôt hypé par ce joueur. J'attends bien sûr de voir la confirmation, mais c'est quand même une belle promesse. Hein. Comme a dit Dylan, je pense qu'on tient une belle pépite. Ouais, et ben en tout cas, on va attendre confirmation, c'est sûr, parce que encore une fois, il faut pas s'enflammer. On espère qu'il va pouvoir porter les Verts cette saison, et en tout cas, c'est un très très bon potentiel, et ça a l'air d'être un très bon numéro 9, donc à confirmer. Et justement, ça me permet de faire la transition, maintenant qu'on a parlé dans le sens des arrivées, on a fait le tour un peu des recrues côté stéphanois, les recrues qu'on a le plus vues. On va parler dans le sens des départs, parce que
on peut continuer avec Defus, pas pour un départ de Defus, hein, je vous rassure, mais est-ce que la performance justement de l'attaquant stéphanois peut emmener à certains départs, parce que depuis le début du mercato, c'est aussi un peu des feuilletons interminables, on ne sait pas, mais pour l'instant ils sont toujours stéphanois, ils ont même tous les deux joué, Lucas Stafsin, Zuriko Davitashvili, on a énormément de concurrence en attaque. Est-ce que pour vous, cette performance de Fus, c'est tout bon? Bon, surtout pour Lucas Stafsin parce que c'est un numéro 9, mais est-ce que vous pensez que la direction peut se dire, bon, on va laisser passer Lucas Stafsin, ou justement, non, on a 2 numéros 9, il faut les garder, et peut-être même qu'on peut réussir à faire jouer les deux en même temps. T'en penses quoi, Dylan? Moi, je rentrais pas dans la culture de l'instant. Joshua Dufus, il a fait un très beau match. Et évidemment, il est hyper prometteur pour l'avenir. Mais ce serait trop bête de se fier juste à un match. Joshua Dufus, c'est son premier match en pro. Évidemment qu'il sera pas au rendez-vous pour tous les matchs. Il va progresser. Donc évidemment, il faut ans. Quelqu'un qui nous donne plus d'assurance. Et évidemment, avoir Lucas Tassin en Ligue 2, c'est une énorme chance. Ce serait exceptionnel de garder Lucas Tassin, comme pour Zuriko Davitashvili qui a fait un très bon match, contre Rodez. Et même si sur les côtés, on a peut-être plus de concurrence, c'est peut-être moins un problème sur les côtés qu'au niveau de l'attaquant numéro 9, même si Geoffrey Dufus évidemment a fait un très bon match. Mais évidemment, tu peux pas te plaindre d'avoir Zuriko Davitashvili et Lucas Tassin dans ton effectif. C'est deux joueurs qui sont évidemment des titulaires indiscutables sur les gardes. C'est des joueurs qui sont Ligue 1, niveau Ligue 1+, voire des joueurs de Ligue 1 qui sont de niveau club européen, je dirais même. Donc ouais, évidemment que c'est une chance de les avoir. Maintenant, il y a des gestes dans l'attitude. J'ai vu un peu les réactions d'après-match, les célébrations. Il y a des comment on dit, des retenues, pas des mimiques, mais on sent un peu. Ils ont la tête ailleurs. On voit qu'ils veulent partir, quoi. On voit qu'ils ont envie d'un nouveau challenge. On voit qu'ils veulent viser plus haut. Il y a la Coupe du Monde de V6 dans un an. On sent un peu leur frustration, même si je ne sais pas s'ils sont heureux ou pas. Évidemment, moi, je peux rien dire. Je peux pas me fier qu'à leur expression faciale. Mais on sent quand même qu'il y a un peu de frustration quand tu vois que Davitashvili, il regarde pas le COP pendant son but. Enfin, il y a plein de petites choses comme ça. Tu sens que voilà, la situation les agace, qu'ils sont bloqués par le club. Maintenant, est-ce que le fait des bonnes performances, ça va faire qu'on va les libérer? Je sais pas. On peut pas tout fier sur un match, comme je dis, on peut pas rester sur la culture de l'instant. Et je pense que le club l'a très bien compris. Moi, j'aimerais qu'ils restent. Voilà, c'est un avis. Je pense qu'ils vont rester et que ce serait une très bonne chose. Maintenant, est-ce que les forcer à rester, c'est une bonne chose? Est-ce que ça va garder une bonne ambiance dans le vestiaire? Je sais pas. Je pense quand même que c'est des professionnels, ils sont sous contrat, donc ils vont faire le taf. Mais je sais pas. Je pense qu'ils vont rester et que le club a plutôt intérêt à les rester, mais il y a plein d'interrogations. C'est un peu le feuilleton de l'été. Mais... et puis aussi, s'ils partent, si on laisse partir, il faut des recrues. Donc il faut aussi que le club réfléchisse quand même, ne soit pas, comment on dit, faut que le club réagisse s'ils partent et qu'on ait des recrues à côté. Donc ouais, je sais pas, je pense que le mieux c'est de les garder, mais à quel prix, on verra. Ouais, en tout cas, ça semble pas être un souci pour la direction, le prix. Après, voilà, il faut faire attention, c'est pareil. C'est pour ça que je relaye pas tout sur la chaîne, tout ce qui sort dans les médias. Hein, je vous le dis, parce que voilà, tout le monde a un peu ses intérêts. Ça dépend qui donne l'information. Certains veulent qu'il parte, donc on peut sortir certaines choses, d'autres qui veulent qu'il reste. Voilà, il faut faire très très attention à tout ce qu'on peut lire. Après, sur le terrain, c'est pareil. Au niveau des attitudes, c'est difficile à analyser. En tout cas, même si on a l'impression des fois de percevoir certaines choses, mais chacun déjà réagit de façon différente, donc c'est difficile de savoir. Exactement. Voilà, chacun est différent. Et puis après, c'est vrai, j'avais vu un commentaire sur Twitter qui parlait de la réaction de Davitashvili sur son but. Mais en vrai, il s'est retourné aussi pour applaudir ses coéquipiers parce que l'action, elle était quand même très belle. Ça s'est quasiment joué en une touche de balle. Donc voilà, je pense qu'il était aussi très heureux de marquer. Et après, ça reste que mon avis, mais je pense que quand tu es comme ça, que tu marques un but, que tu viens de marquer, t'es pas en train de penser j'ai envie de partir, quand tu es dans l'instant, tu es dans le moment présent. Je suis pas sûr que tu penses à tout ça à ce moment-là. Tu penses plus à t'être reposé. Mais après, encore une fois, chacun réagit de façon différente. Mais voilà, c'est vrai qu'on peut des fois analyser. On n'est pas dans la tête des joueurs. Ouais, c'est ça. On peut analyser l'attitude des fois, mais c'est pas forcément facile. Surtout quand on connaît pas réellement le joueur. Si on le connaît par cœur, que c'est un membre de notre famille, on peut peut-être analyser comme ça. Mais je pense que c'est quand même malgré tout assez
assez compliqué. Mais ça, on va le voir en fin de mercato, bien évidemment, ce qui va se passer. Te concernant, fan page SC42, est-ce que tu penses que cette performance de Defus peut amener à certains départs, ou tu es d'accord avec Dylan et voilà, il faut faire attention, pas avoir cette culture de l'instant. Defus a performé, mais on sait jamais ce qui peut se passer par la suite, hein, surtout que c'est un jeune joueur. Stassin a 21 ans, Defus en a 20, donc vraiment ils sont pas vieux, hein. Oui, et comme a dit Dylan, du VUS, on n'a aucune certitude sur ce qui va se passer sur la suite de la saison. Moi, ce que j'ai un peu peur, c'est que Stassin, c'est une interrogation que j'aimais, que Stassin se dise, vous voyez, vous avez trouvé votre attaquant, ça fonctionne très bien sans moi, entre guillemets, parce que contre Rodez, il n'était pas sur le terrain, sauf en fin de match. J'ai peur qu'ils se servent de ce genre d'argument pour faire craquer la direction. Personnellement, je pense que la direction ne craquera pas, même si Dufus a fait un très bon match, une très bonne première mi-temps face à Rodez, parce que je pense qu'ils comptent vraiment sur Stassin et Davitashvili sur leur projet à long terme. Ils ont signé un gros contrat de 4 ans plus une en option. Donc je pense que c'est pas pour les faire partir au bout d'un an. Donc je pense qu'ils vont pas. Après, pour l'instant, il y a que des intérêts finalement. Il n'y a pas d'offre. Il n'y a pas d'offre concrète, officielle, de club. Il y a juste des prises de renseignements pour l'instant. Voilà, donc on ne sait pas. J'espère aussi que l'ovation de le public a fait passer un message, hein, je pense, face à Rodez, quand Davitashvili sort. Il y a une ovation pour Davitashvili qui venait de marquer son but. Et quand Stassin rentre, on voit que il est aimé par le peuple vert, pardon, et on veut tous qu'il reste, ces joueurs-là, c'est sûr. Donc j'espère sincèrement qu'ils vont rester. Ouais, et puis Complètement. T'avais raison de le souligner. C'est vrai que quand on achète des joueurs, souvent c'est des contrats qui sont assez longs, donc ça montre bien que la direction compte sur ces recrues-là. Et c'est pas. Avant, on avait beaucoup de prêts, de choses comme ça. Là, il y en a plus. C'est vraiment des achats. On verrouille sur 3-4 ans à chaque fois. Donc vraiment, c'est qu'on compte sur eux et puis ils peuvent pas partir librement comme ça et se dire allez. Tant pis, je fais une saison blanche. Surtout que là, comme vous l'avez dit, il y a la Coupe du Monde, donc ils peuvent pas se permettre de faire ça. Il va falloir qu'ils jouent. Et si la direction souhaite les garder, c'est un peu comme le dossier Pierre et quoi. Même si, il n'y a pas l'air d'avoir le même vacarme, entre guillemets, notamment autour de Stassin. Davitashvili, il joue, donc c'est pas pareil qu'Ekwa, en tout cas pour l'instant. Mais voilà, ils sont pas non plus en position de force, ces joueurs-là. Donc la direction a, entre guillemets, un peu le choix de ce qu'elle veut faire. D'autant plus qu'elle ne veut pas forcément, elle n'a pas le besoin de faire rentrer de l'argent pour l'instant. Justement, on va continuer avec cette attaque du côté de l'AS Saint-Etienne parce que voilà, j'ai quand même regardé au niveau des attaquants qu'on a, il y en a beaucoup, hein, c'est positif parce que pour l'instant, ils sont tous bons, ils ont quasiment tous été décisifs. On a Cardona, on a Boakier, on a Holt, on a Davitashvili, on a Stassin, on a Defus, sans oublier Gian N'Guessan. On parlait de la concurrence qui était positive, mais est-ce que justement, vous pensez pas qu'on a un petit peu trop de concurrence en attaque et que ça peut être, pour le coup, pas forcément positif parce que forcément, il y a des joueurs qui n'auront pas beaucoup de temps de jeu. Je pense notamment au jeune N'Guessan. C'est compliqué pour des jeunes comme ça. T'en penses quoi, Dylan ? Ouais, c'est clair pour lui, pour les jeunes, c'est pas idéal parce que évidemment, plus il y a de concurrence, moins ils ont de temps de jeu. Donc après, c'est à eux de se faire une place. Hein. Malheureusement, c'est la concurrence. Mais bon, moi, je vois ça plus comme un effet bénéfique. Hein. On a un banc qui est incroyable et tout simplement, ce sera la concurrence et c'est génial d'avoir de la concurrence. Hein. C'est rare à Saint-Etienne. Maintenant, on a un super effectif et ce sera au meilleur de jouer tout simplement. Et moi, je vois ça d'un bon œil, la concurrence. Ça pousse les joueurs à se dépasser, même des joueurs qu'on pensait avoir une place acquise titulaire. Yervin Cardona, par exemple, c'est pas le cas. Il n'a pas débuté la rencontre contre Rodez. Il est rentré, il a fait son match, il a montré qu'il était là. Donc non, moi je vois la concurrence comme quelque chose de positif. Ça a poussé les joueurs à se donner vraiment à 200% à chaque match. Et vraiment, quand on voit notre attaque, à l'heure actuelle des choses et sans de moindre départ ou autre mouvement, on a une attaque exceptionnelle. Stassin avec Dufus en pointe. On a Holt, Boaké qui sont quand même des joueurs en Ligue 2 très intéressants et qui ont montré qu'ils étaient là sur le terrain et qu'en Ligue 2, ils étaient quand même très très bons. C'est des cracks en devenir qui seront là pour plusieurs années. On a Yervin Cardona, évidemment une référence en Ligue 2, qui est évidemment dans le chaudron, le chou du chaudron et qui est toujours là présent pour le club. Donc ça, vraiment, ça fait plaisir aussi d'avoir une valeur sûre comme Cardona. Et puis, j'oublie qui, on a évidemment Davitashvili, Stassin, et on a même des jeunes comme N'Guessan
méritent du temps de jeu et de se montrer. Donc évidemment, on a un grand effectif en attaque. Ça va évidemment, comme je le dis, pour la défense et le milieu, mais encore plus pour l'attaque, Eric Cantona doit avoir un gros casse-tête à faire. Et comme on dit, c'est un problème de riche et les meilleurs joueront tout simplement. Et puis au moins, ça nous prévient des blessures et des quelques suspensions. Au moins, on est sûr qu'on aura un effectif. On sera sûr qu'en hiver, au moins, on n'aura pas un effectif complètement déformé. Ouais. Et puis Cardona l'a dit aussi en zone mix après le match, comme quoi la concurrence était très saine entre les attaquants. Clairement, il a l'air d'avoir une bonne ambiance dans le groupe. Et puis, de toute façon, les meilleurs joueront tout simplement. Et puis, maintenant, avec les 5 changements, ça fait tourner. Et même si tu démarres pas la rencontre, tu peux te montrer en rentrant. Autant avant, il y avait 3 changements, c'était compliqué si tu n'étais pas titulaire. Autant maintenant, si tu démarres pas, tu sais que tu auras ta chance et que tu pourras jouer. Donc, je m'inquiète pas non plus, comme tu dis, Paul, pour les Nguessan. Je sais qu'ils auront leur carte à jouer, même si ce sera juste des 15, peut-être 20 minutes au début. Ils auront leur moment et ils pourront jouer. Donc, ça m'inquiète pas. Je pense que la concurrence est saine et que tout le monde pourra jouer et que je m'inquiète pas pour le temps de jeu. Tout le monde aura son temps de jeu et puis les meilleurs joueront, tout simplement. Voilà, ça va être l'objectif en tout cas de cette saison pour des joueurs comme Nguessan. C'est vrai, après il y a beaucoup de concurrence, mais comme tu le dis, c'est des joueurs aussi qui ont d'expérience malgré tout, donc qui peuvent aussi encadrer ce jeune joueur. Et quand tu rentres au milieu de joueurs de cette qualité-là, c'est vrai que même si tu joues que 15-20 minutes, bah, je pense que tu vas beaucoup apprendre, tu vas avoir beaucoup de ballons, donc... Voilà, en tout cas, on va voir ce qui va se passer pour Djilan Nguessan. On peut se dire que ça va être compliqué pour lui d'obtenir du temps de jeu. Mais si jamais on arrive à faire des bons matchs et à se rassurer offensivement, on espère que ça va continuer comme ça et que ça peut permettre à des jeunes de rentrer. Et on espère en tout cas que des jeunes comme Djilan Nguessan vont pouvoir prendre de l'expérience et en tout cas s'éclater dans l'effectif stéphanois. Pour l'instant, il y a eu pas mal de départs. C'est vrai, beaucoup de départs libres notamment. On a Cornu qui est parti, on a Sissoko, aussi des départs offensifs d'ailleurs, Petro, Wadji, Mouton, Louis Mouton, qui a d'ailleurs pris un carton rouge ce week-end, Younis Abdelhamid, Anthony Briançon, Bladi, Fomba, Ogzu qui est parti en Autriche, Ayman Aiki qui a quitté le club également et peut-être d'autres départs à venir. De ton côté, fan page SSE, qu'est-ce que tu en penses de ces mercato au niveau des départs? Est-ce que pour toi il est réussi, sachant qu'il ne reste plus beaucoup de joueurs de l'ère avant Kilmer Sport, de l'ère Romeyer Kayazo? Il y a des joueurs comme Larsonneur, comme Batoumine Sika qui peut potentiellement partir aussi, Nadé, Masson, Apia, Bouchouari, Mouefek, Tardieu et Cardona. De ce que j'ai relevé en tout cas, c'est tout ce qui reste. C'est quand même déjà un gros tri qui a été fait. Mais en tout cas, si on parle de ce mercato, est-ce que pour toi, il est réussi? Bah pour moi, oui, il est réussi. On a réussi à séparer des joueurs comme une sorte d'indésirable, j'aime pas dire ce terme, mais comme Cornu, Fomba, des joueurs qu'on comptait plus du tout comptait plus du tout sur eux. Maintenant, je pense qu'il faudrait faire partir, c'est que mon avis, Ivan Masson. Je pense d'ailleurs, il s'entraîne hors du groupe actuellement, donc on voit qu'Ornéan ne compte pas du tout sur lui. Bato Binsika également, qui a eu une rupture un peu avec le public depuis l'année dernière. En Ligue 2, ça se passait très bien, mais ce qui s'est passé, on va pas revenir dessus, mais l'année dernière, ça s'est mal passé. Donc je pense que Bato Binsika et Saint-Etienne ça doit se terminer, quoi, leur histoire. Après, je trouve plutôt réussi. On a réussi à se séparer des joueurs et pas mal de fins de contrat, même s'il n'y a pas eu vraiment de rentrée d'argent. Comme tu l'as dit, Paul, tout à l'heure, on n'a pas besoin de fonds vraiment pour recruter. Donc, on a réussi à se séparer des joueurs comme ça. C'est aussi important. On réussit à enfin peut-être tourner la page aussi, de rentrer vraiment dans le projet Kilmer aussi. Ça compte aussi. Ouais, ça compte. Et toi, Dylan, de ton côté, t'en penses quoi du projet qui se met en place maintenant depuis plus d'un an? J'ai parlé de tous ces départs et du fait qu'il restait pas beaucoup de joueurs d'avant dans l'effectif. Est-ce que pour toi, c'est une première vraie réussite du projet Kilmer? Même si, attention, c'est des choses que l'ancienne direction ne pouvait pas se permettre. C'était pas facile de sortir tous ces joueurs-là parce que même s'il y en a beaucoup qui sont partis libres par le passé, il fallait quand même essayer d'avoir un peu d'argent, même si on n'a pas réussi à le faire. À la fin, on faisait plus que venir que des joueurs en prêt quasiment. Mais bon, faire changer tout cet effectif, mettre un coup de jeune en plus d'ailleurs, est-ce que pour toi, c'est vraiment une réussite du projet Kilmer pour l'instant? Complètement, c'était aussi un des grands objectifs de ce mercato, c'était au-delà des arrivées et de compléter l'effectif là où il y avait des manques,
c'était de dégraisser cet effectif avec de faire des départs de joueurs qui n'étaient pas accessoirement dans ce projet. Et ça a été une grande réussite pour le coup pour le club et pour Kilmer. On a eu beaucoup de départs et le point commun de tous ces départs, c'est des joueurs qui ont été achetés en Ligue 2 sous l'ancienne direction. Et aujourd'hui, on voit clairement qu'il reste que les joueurs dont le club veut continuer avec. Alors évidemment, il reste encore certains joueurs qui pourraient partir. Je pense notamment à Ivan Masson, à Denis Sapia ou encore à Diane Batubinsika, qui sont aussi des joueurs en ancienne direction. Mais sinon, grosso modo, le dégraissage il est quasi parfait. Et aujourd'hui, on a un effectif à l'image de Kilmer et à l'image de ce qu'ils veulent montrer du football d'Eric Horneland. Et vraiment assez surpris d'ailleurs parce que je me disais que certains joueurs n'allaient pas partir pour des raisons notamment qu'ils avaient un beau salaire. Et on sait que l'ancienne direction allait gonfler des salaires pour des joueurs qui n'avaient pas forcément le statut pour. Mais finalement, c'est fait assez naturellement. Et là, il faut applaudir Kilmer là-dessus. Ça a été très bien. Dégraissage, c'est très bien fait. Et aujourd'hui, on a un très bel effectif. Ouais, et puis en même temps, voilà. Oui, puis ça bosse. Vas-y, Dylan, continue. Ah, merci. Ça bosse très bien. Kilmer, cet été, l'année dernière, on avait émis des doutes sur le projet parce que la saison était très difficile. Il faut reconnaître que cet été, ça bosse très bien. Je trouve ça, au niveau des départs, comme on dit, c'est réussi, je trouve. Au niveau des arrivées, c'est très réussi aussi pour l'instant. Donc non, et puis on voit qu'on recrute aussi en interne. Il y a des choses, des rénovations, etc. dans le club. Donc c'est plutôt positif. Je suis confiant pour la suite du projet en tout cas. Ça donne envie, en tout cas sur le papier, ça donne envie. Bah justement, tu as bien fait d'enchaîner là-dessus. Je voulais aborder cette chose des membres du staff qui sont arrivés, de la cellule de recrutement, de la rénovation de certains locaux. C'est aussi une empreinte que veut laisser Kilmer Sport. Pour l'instant, ils sont toujours là, bien sûr. J'espère qu'ils vont rester longtemps. Mais ils sont en train de s'installer progressivement et ils nous ont dit d'être patients, step by step. C'est sûr qu'on a toujours tendance à vouloir que les choses aillent vite, mais il faut déjà analyser tout ce qui se passe pour faire les choses correctement. Et là, ça y est, on a en tout cas la sensation que ce projet semble se mettre en place, le capital qui ne fait qu'augmenter. Donc voilà, ça c'est bien, ça se structure petit à petit, mais on va bien sûr voir comment cela évolue par la suite. D'ailleurs, ça se ressent aussi bien chez les hommes que chez les femmes avec le mercato d'équipe féminine qui a été très important cet été une nouvelle fois. Donc on se structure un petit peu partout en interne. On a l'impression de ne rien laisser au hasard. Même la pelouse du stade Geoffroy Guichard, elle est ombragée. Bref, il y a plein de petits détails qui vont peut-être faire la différence et qui montrent que on a affaire à des gens qui sont professionnels, en tout cas qui le montrent, peut-être qu'ils sont bons en communication, je sais pas, mais ils mettent des choses en place. Donc on va voir comment ça se passe dans les années futures, parce que normalement on est censé que être au début du projet. Après, attention, on est peut-être en train d'un peu tous s'enflammer, bien sûr, parce que on a l'euphorie de ce match contre Rodez qui nous a rassurés. Si jamais on venait à s'incliner face à Boulogne, peut-être que tout va retomber, mais voilà, en tout cas, il faut voir sur la durée, à la fin de la saison, ce qui se passe. Mais je pense que malgré tout, on voit quand même notre mercato, les choses semblent assez réfléchies. Pour continuer sur ce dossier des départs, donc il reste 15 jours à peine, est-ce que pour vous, il y a des joueurs qui sont annoncés sur le départ, comme tu l'as dit, Masson, Batubinsika, etc., David Tachvili, Stassin, dont il ne faut absolument pas se séparer? Bon, on va pas parler des recrues parce qu'elles vont pas partir, mais tous ces joueurs-là qui sont à Saint-Etienne depuis un petit moment ou qui sont arrivés l'année dernière, est-ce qu'il y en a absolument qu'il faut garder au sein de l'effectif? Dylan, t'en penses quoi? Tu parlais notamment de Tardieu tout à l'heure, par exemple, un cas comme ça, clairement. Ouais, voilà, justement, Tardieu, c'est des joueurs qu'il faut quand même garder parce que malgré toute cette jeunesse, il faut quand même des joueurs d'expérience pour les encadrer. Florent Tardieu, c'est un très bon joueur de Ligue 2 et évidemment qu'il a une place centrale dans cet effectif. Moi, perso, à titre personnel, j'aimerais bien qu'il ait le brassard de capitaine parce que je suis pas trop fan des gardiens qui ont le brassard. J'ai rien contre Gauthier Larsonneur, mais je trouve qu'il ferait un très bon capitaine pour le club. Mais en tout cas, oui, par exemple, Florent Tardieu, c'est quelqu'un qu'il faut absolument garder. Quelqu'un aussi comme Yervin Cardona, mais évidemment, lui, il vient d'être recruté option d'achat, donc il partira pas. Mais c'est des joueurs quand même, on a besoin c'est quand même de quelques joueurs d'expérience pour les encadrer, qui ont le niveau Ligue 2, qui connaissent ce championnat. Donc même si on n'en a pas beaucoup, c'est important de les garder. Donc ouais, voilà, c'est plus des joueurs comme Tardieu, Cardona, c'est quand même important de garder ce genre de joueurs. Et t'es d'accord avec ça, Dylan, du coup? Oui, en tout cas, je suis assez d'accord avec Dylan. Garder des joueurs comme Tardieu, il faut une colonne vertébrale. Donc
c'est bien. L'Arseneur, je pense qu'il faut le garder cette saison, malgré que, c'est à souligner, il a fait un très bon match face à Rodez. Il a été un peu critiqué face à Laval, notamment sur le troisième but, mais je trouve qu'il contre Rodez, il a été solide. Il nous sort un sacré arrêt au moment où il y a juste 1-0, juste avant la mi-temps. C'est à souligner quand même. Donc l'Arsenal, je le garderai cette année. Après, concernant les prolongations de contrat, bon, on en parlera peut-être plus tard, mais voilà. Garder aussi, j'aimerais bien garder Bouchoirie, moi. Alors, D'accord. ce n'est que mon avis personnel, mais après, on sait qu'il en fait un contrat dans 1 an. Donc, que va faire la direction? Concernant les envies du joueur, on ne sait pas. Mais Bouchoirie, je trouve que c'est un joueur talentueux au milieu de terrain. Et je trouve que, vu notre milieu de terrain, comment il performe, etc., ça peut amener de la concurrence aussi encore un peu plus. Bouchoirie, pour l'instant, il est toujours au club. Bon, il est blessé actuellement. Mais Bouchoirie, ouais, j'aimerais bien le voir rester. Après, du coup, pour la direction, il y a deux dilemmes. Soit il prolonge et on fait signer un long contrat à Bouchoirie, mais ça dépend de l'envie du joueur. Soit il part dès cet été, mais il est blessé. Donc, est-ce qu'un club voudra faire une offre dans les 15 derniers jours qui restent, ou soit il part en fin de saison libre. Et je ne pense pas que la direction veuille laisser partir un joueur où je pense qu'on peut se faire une belle indemnité de transfert sur Bouchoirie. Donc je ne sais pas, il y a un sacré dilemme, mais Bouchoirie, ouais, j'aimerais bien le voir Et rester à Saint-Etienne. à l'heure actuelle, J'aimerais bien. à l'heure actuelle, en voyant les performances des milieux de terrain, donc les deux matchs qu'on a vus, tu penses on peut réussir à intégrer Bouchoirie ou c'est compliqué de pouvoir l'installer dans ce milieu de terrain et de sortir un des trois titulaires? Ah, mais ça, on est tout à fait. Oui, ouais, je suis d'accord avec toi, Paul. Mais au contraire, moi, je trouve que ça rajouterait de la concurrence, un peu comme en attaque, finalement. Ça pousserait les joueurs à, comme disait Dylan tout à l'heure, ça pousserait les joueurs à se surpasser. Et je pense qu'un joueur comme Bouchoirie peut amener aussi cette touche technique au milieu de terrain, comme Jabert a une touche technique très intéressante aussi également. Mais t'as raison, Paul, c'est compliqué de sortir un des trois actuels qui marche. Et forcément, ça serait compliqué de l'intégrer dans le 11, surtout qu'il n'a pas fait de préparation physique. C'est ça. Enfin, On sait pas où il en est non plus du il tout. a pas disputé de match de préparation. Et je sais pas où non plus où il en est niveau blessure. Donc voilà, c'est un sacré dilemme, mais c'est plutôt côté affectif que je parle parce que j'aime beaucoup ce joueur Bouchoirie. Ouais, et Et puis, puis aussi, bien sûr, Stassin, j'aimerais qu'il reste. et puis Et moi, concernant- j'aimerais ajouter un autre joueur aussi, ce serait à garder. Là aussi, c'est plus moi, mais c'est quand même un joueur qui est apprécié du public stéphanois. C'est quand même Emen Mouefek. C'est important qu'on garde quand même ces joueurs qui ont l'âme stéphanoise, qui ont le cœur vert, qui viennent du centre. C'est important d'avoir des joueurs formés au club, vraiment qui ont sang vert. Emen Mouefek, vraiment, c'est l'enfant vert, le matru par excellence. Il a vraiment fait sa formation à Saint-Etienne. Il avait passé un match dans les COP. Vraiment, il est très proche des supporters. Ouais. C'est quand même important d'avoir des joueurs qui ont ce lien-là avec le club. Et vraiment des joueurs qui se mouillent, même s'ils se donnent tous pour le maillot. Mais évidemment, c'est un peu plus ces joueurs-là qui viennent du centre, comme Emen Mouefek, c'est un peu un chouchou du public. Donc ouais, j'espère aussi qu'il va rester et qu'il va s'inscrire. Il y a encore une bonne marge de progression, Emen Mouefek. On l'a vu notamment la saison dernière en Ligue 1, mais en Ligue 2, il a un très bon niveau et on l'a vu sur les 2 premiers matchs. Si les blessures l'épargnent, s'il est épargné par les blessures, ça peut vraiment être un très bon joueur. Et j'espère ouais, effectivement qu'il va rester, quoi, Emen Mouefek. Oui, et d'ailleurs, comme il l'avait évoqué en conférence de presse d'avant-match, c'est aussi un joueur qui a ce rôle-là de faire la transition entre les jeunes du centre et puis Un rôle de grand frère. et puis voilà, et puis cette transition avec le groupe professionnel. Et on parle de Mouefek, mais peut-être que c'est pareil pour des joueurs comme Michael Nadé aussi. Donc c'est vrai que c'est très important de conserver des joueurs comme ça. Donc j'espère également qu'il va rester, surtout s'il poursuit sur sa lancée, parce qu'il a fait 2 excellents matchs et Mouefek, quand il est au top niveau, on sait que c'est un joueur qui peut être très très important dans un effectif et je pense qu'il l'a vraiment prouvé lors des 2 premières rencontres. Maintenant, on va plus parler de cette saison donc, et du championnat. Il reste 2 questions pour conclure. En regardant notre effectif comparé aux autres de Ligue 2, on a recruté pour plus de 20 millions d'euros. Les autres sont à 1 million tout cumulé, donc vraiment, on est largement au-dessus. Est-ce que tout simplement, l'AS Saint-Etienne a l'obligation de remporter le championnat? D'ailleurs, ça a été évoqué même par les joueurs qu'on doit gagner ce championnat. De toute façon, c'est un objectif. Et pour une fois qu'on annonce un objectif, ça me fait plaisir. Mais est-ce que c'est vraiment une obligation pour l'AS Saint-Etienne, fanpage ASSE? Bah, de par notre investissement pour le mercato d'été, de par notre début de saison, de par notre effectif, pour moi, on a l'obligation, oui, de finir champion de Ligue 2. Après, c'est un gros objectif, mais je
sur les 2 premiers matchs, on voit qu'on est capable de marquer des buts, d'avoir un jeu attractif, d'avoir un jeu dominateur. Donc oui, pour moi, on a l'obligation de gagner le championnat. Après, si on monte aussi, on finit 2e, bon, ça me va aussi, mais finir champion, j'avoue que ça serait une belle chose. En plus pour Kilmer, ça leur ferait leur premier titre. C'est important aussi de le souligner. Un premier titre au bout de 2 ans, bon, c'est un titre de champion de Ligue 2, mais c'est quand même un titre. Donc ça peut aussi leur faire un bon crédit pour la suite. Un titre au bout de 2 ans, ça peut aussi continuer la confiance que le Peuple Vert a pour le projet. Donc oui, pour moi, vu notre effectif, on peut, surtout vu ce qu'on a vu contre Rodez, pour moi, on est obligé de gagner le championnat. Mais après, il faut attention, respecter aussi les autres équipes et on aura tous les matchs seront difficiles en Ligue 2 et notamment à Boulogne-sur-Mer samedi, où ça sera un déplacement compliqué, il va falloir être solide. Donc non, tous les matchs seront difficiles et il va falloir se battre pour finir champion. Mais en tout cas, c'est l'objectif assumé par le club et j'avoue que j'en suis satisfait aussi d'avoir enfin un objectif, cité dans la presse et voilà. Ouais. Pour une fois qu'on définit un vrai objectif et clairement c'est vrai que le championnat ne fait que commencer, hein. Bien sûr il faut respecter tout le monde. Pour l'instant on est premier, mais si on perd contre Boulogne on peut bien passer au-delà de la 10e place, hein. Ça peut aller très vite dans un sens comme dans l'autre, mais à titre personnel, pour donner mon avis, je serais quand même vraiment très déçu qu'on ne soit pas champion, même si on monte, parce que en fait, ça permettrait de cocher une première étape dans le projet Kilmer, de nous dire ça y est, ça c'est fait, quelque chose de fait, et voilà, on gravit petit à petit les échelons. Et avec tous ces investissements qu'on fait, quand on voit une Ligue 2, je suis désolé, mais aussi faible, hein, encore une fois en respectant tout le monde, mais il faut bien se dire les choses, c'est quand même une Ligue 2 qui est faible. Si une équipe termine devant nous, pour moi, c'est quand même qu'il y a un problème de notre côté avec tout ce qui a été investi derrière. On doit honnêtement terminer champion et pas champion de justesse acquis à la dernière journée. On doit être très largement champion et dominateur. Toute comparaison gardée bien sûr, mais comme le Paris Saint-Germain peut le faire en Ligue 1. On a un peu le Paris Saint-Germain de la Ligue 2. Niveau investissement en tout cas, je ne parle pas de qualité d'effectif pour l'instant parce qu'il faut qu'on confirme. Donc ça doit se confirmer sur le terrain à un moment donné. Donc j'espère honnêtement qu'on va largement dominer ce championnat. Dylan, de ton côté, t'en penses quoi si l'objectif de champion de Ligue 2 n'est pas atteint ? Complètement, je vous rejoins. Le titre, pour moi, c'est une obligation au vu de la qualité de notre effectif et de l'investissement mis dans cette saison. Je crois que jamais un club de Ligue 2 avait mis autant d'argent. Peut-être ça se joue avec Monaco à une époque quand ils sont remontés. On les a dépassés, ouais. Je pense. Ok, complètement. Mais ouais, vraiment, un investissement pareil pour une équipe de Ligue 2, c'est du jamais vu. Et clairement, ça montre les ambitions. Et toute autre ambition que le titre ne serait pas bienvenue, clairement. Et même les joueurs ne se cachent pas. J'ai vu une interview de Maxime Bernauer. Les joueurs eux-mêmes visent le titre et je pense que les dirigeants aussi, on ne se cache pas. Et c'est clairement normal au vu des ambitions, au vu du recrutement du club, c'est complètement normal. Déjà, on ne va pas refaire le débat, mais on n'aurait jamais dû descendre au vu de l'investissement. Mais bon, ça, évidemment, maintenant c'est du passé, on ne peut plus faire machine arrière. Mais maintenant, le but, c'est de remonter le plus vite possible. Et évidemment, le premier objectif, c'est de remonter le plus vite possible. Une fois cet objectif assuré, il faudra gagner le titre. Et comme tu dis, Paul, il ne faudra pas gagner le titre à l'arraché. Au vu de la qualité de l'effectif, on est censé gagner ce titre, dominer ce championnat et d'être seul en tête. Comme tu dis un peu cette expression de PSG de la Ligue 2. Maintenant, à voir. On sait qu'il y a toujours des surprises en Ligue 2, donc il ne faut pas non plus avoir un excès d'orgueil. Mais quand même, je pense que le titre, c'est quand même un objectif minimal et réaliste. Voilà, comme tu as dit, Paul, le championnat de Ligue 2, je pense que ça fait plusieurs saisons qu'il n'a jamais été aussi faible. J'avoue que j'ai du mal à dessiner un concurrent. Reims et Montpellier financièrement c'est compliqué et ils ont dû dégraisser, beaucoup de cadres sont partis, donc beaucoup de ces deux équipes qui sont quand même à reconstruire, donc voilà. Ensuite en Ligue 2 on a Guingamp, on a Bastia, mais là aussi ils n'ont pas non plus des moyens incroyables. On a vu, je crois, ils n'ont même pas dépensé 1 million les autres clubs de Ligue 2 réunis, donc ça montre à peu près la faiblesse financière de ces clubs, notamment avec les droits télé, c'est pas simple. Voilà, j'ai du mal à dégager un concurrent sérieux au VR cette saison et ça me fait que confirmer le match contre Rodez. Maintenant, il faut pas, comment dire, il faut pas, la culture de l'instant, mais j'ai du mal à voir un concurrent sérieux émerger. Surtout que j'ai vu les premiers matchs des clubs de Ligue 2, c'est très très serré. On a énormément de matchs nuls et je vois pas d'équipe vraiment qui se dégage dans le jeu. Donc
La Ligue 2 va être très serrée cette saison, mais je trouve quand même qu'on est largement au-dessus quand même. Ouais, et puis d'ailleurs, tu parlais d'une Ligue 2 qui est serrée, c'est assez incroyable, je trouve. Il faudrait regarder les statistiques, mais en 2 journées de championnat, il n'y a aucune équipe qui a remporté ses 2 premiers matchs. Donc franchement, il y a eu énormément de matchs nuls. On sait que c'est un championnat qui est hyper serré et que voilà, tout peut arriver. Et bah là, ça se confirme dès les premières journées. Donc ce qui montre bien évidemment, encore une fois, que rien n'est acquis pour nous. Mais honnêtement, on se doit de véritablement performer dans ce championnat. Et voilà, quand on voit notamment notre prestation contre Rodez, ce jeu en une touche de balle, ces combinaisons, et on se dit que normalement, quand il va y avoir encore plus d'automatisme, c'est quelque chose qui devrait devenir logique dans le jeu prôné par Eric Horneland. Donc on va voir comment ça évolue. Pour conclure cette vidéo, les gars, je vais vous demander votre pronostic justement sur le prochain match qui arrive. Donc 3e journée de Ligue 2. C'est que la 2e pour Boulogne parce qu'ils n'ont pas disputé le premier match. Il a été reporté comme ils ont remplacé l'AS Ajaccio. Le match était déjà reporté avant. Ils ont perdu 1-0 contre une équipe qu'ils connaissent bien, Nancy. Un match triste dans les tribunes. On sait qu'il y a une belle ambiance quand même du côté de Nancy, mais malheureusement, c'était à huis clos. Mais là, ils vont certainement faire le plein. D'ailleurs, j'ai vu que le parcage stéphanois sera complet, mais ça je sais même pas si j'ai besoin de vous le dire parce que c'est tout le temps le cas. Mais concernant cette rencontre, je vais commencer par toi, fan page SSE. Quel serait ton pronostic? Alors Boulogne a eu un été un peu incertain. Ne savait pas s'ils allaient jouer en national ou en Ligue 2. Donc c'est un promu, on va dire tardif en Ligue 2. Ils sont pas vraiment, ils ont pas fait vraiment préparation pour se préparer pour la Ligue 2. Nous, de notre côté, quand on voit notre début de saison, on a un début de saison quand même qui est assez très encourageant et satisfaisant. Je nous vois aller nous imposer là-bas. Je dirais une victoire solide à Esther, 2-0. Je dirais, vous voulez que je dise le buteur aussi? Vas-y, lance-toi. Allez. Ça marche. Je dirais Boaki. Ouais. Boaki et Cardona. Ok, Boaki qui avait marqué contre Laval et qui est meilleur passeur de la Ligue 2 avec 3 passes décisives si je dis pas de bêtises. Ok, bon bah merci pour ton pronostic. De ton côté, Dylan, tu vois aussi une victoire des Verts? Ouais, bah, je pense que je vais pas trop être différent de ton avis. Mais oui, les Verts, ils sont en pleine bourre, en pleine confiance. On a un effectif qui est de plus en plus complet. Et à côté, on a Boulogne qui a eu un été très agité, qui n'a pas eu une prépa comme ils voulaient. Ils n'ont pas pu se préparer dignement pour la Ligue 2. Et ça, d'ailleurs, je trouve que c'est une honte. Mais bon, ça, c'est un autre débat. Mais en tout cas, ouais, ils sont fraîchement promus. Ils découvrent le championnat de Ligue 2. C'est pas simple pour eux. Ils ont un effectif qui n'est pas forcément taillé pour la Ligue 2, j'imagine. Mais en tout cas, ils vont essayer de faire avec leurs armes, d'essayer de bien défendre. Mais malheureusement, je pense qu'il y a une classe d'écart entre les deux équipes. C'est pas un excès d'orgueil, mais je pense malheureusement qu'il n'y a pas trop photo, même si il faut quand même se méfier de cette équipe. Et on sait que la SSE à l'extérieur, c'est pas encore ça. Mais voilà, tout me fait penser que ça risque d'être un match quand même à sens unique. Donc mon pronostic, c'est 3-0 pour la SSE. Avec, je sais pas, pour les buteurs, je vois bien un doublé compliqué pour les buteurs, mais je dirais Cardona et pourquoi pas Benold. Allez, Benold qui marquerait également, mais j'avoue, je sais pas trop pour les buteurs, mais il y en a tellement de force offensive que tout le monde peut marquer. Donc ouais, voilà, mon pronostic, malheureusement, enfin malheureusement pour Boulogne, mais je serais très content de mon pronostic, mais je vois pas Boulogne rivaliser, donc 3-0 pour les Verts, ouais. Ok, bon bah vous êtes très optimiste. Et toi, ton pronostic, Paul? Je vais le donner tout de suite. Tu as parlé qu'à l'extérieur, on était en difficulté. C'est vrai, depuis que Kilmer est arrivé, hein, l'année dernière, ça a été une saison très difficile. Je crois que le seul match qu'on a gagné, ça doit être contre Reims à l'extérieur en fin de saison. Donc vraiment, ça a été une saison lamentable à l'extérieur. Cette année, on a galéré contre Laval la première journée, même si on aurait dû se rendre le match beaucoup plus facile. Mais j'ai envie de dire, enfin, le projet va se lancer.
Donc à l'extérieur, tout va changer. On va conclure les occasions parce que mine de rien, on n'en a pas parlé, mais parce qu'on n'a pas trop débriefé le match, mais on marque beaucoup de buts, mais on a quand même beaucoup d'occasions, donc on pourra mettre beaucoup plus. Donc je pense qu'on va réussir à être efficace et je vois une très large victoire de l'AS Saint-Etienne, 4-0 comme contre Rodez, avec le premier doublé de Joshua Defeus et puis Lucas Tassin également qui marque un doublé pour que les deux buteurs de l'AS Saint-Etienne soient satisfaits. Donc je vois en tout cas un gros match des Verts, mais j'espère pas me tromper. Le désavantage, c'est que je suis pas bon en pronostic, donc j'espère que cette fois-ci, je vais être bon. Et bah voilà. On croise les doigts en tout cas. J'attends également vos pronostics en commentaire. N'hésitez pas à faire également des remarques sur la vidéo, sur ce que vous avez pensé, si vous avez un autre avis sur les différentes questions qui ont été posées. Il me reste à vous remercier, Dylan et Dylan. Merci pour vos interventions. C'était très sympa de pouvoir échanger avec vous pendant plus d'une heure en tout cas, donc merci beaucoup. Avec plaisir, Paul. C'est avec un grand plaisir et on te remercie pour l'invitation. Et bah écoutez, merci beaucoup pour l'invitation. C'est moi qui vous remercie. Donc vous êtes tous les deux sur des plateformes différentes. Fanpage SSE42 pour Dylan, que vous pouvez retrouver sur Instagram. Je mettrai le lien du compte en commentaire épinglé et en description. Et puis Dylan, toi, tu es présent sur TikTok, donc c'est pareil, on peut te retrouver. Et je mettrai également le lien du compte. Donc, vous voyez, il y a beaucoup de personnes actives du côté de l'AS Saint-Etienne sur les réseaux. Donc, en tout cas, ça fait plaisir pour vous proposer un contenu totalement différent en plus. Donc c'est vraiment parfait. Merci les gars. Et merci. bien sûr, mettez un like à la vidéo. Ouais. Voilà. Évidemment. C'est ça. Je vais dire pareil. Et ben voilà, comme ça tout le monde sera content. Allez vous abonner, allez liker, bref. N'hésitez pas à faire tout ça. Merci encore une fois pour votre fidélité, pour votre écoute. Normalement, on se retrouvera pour l'avant-match de cette rencontre entre Boulogne et Saint-Etienne, à moins qu'il y ait une recrue officialisée d'ici là. Je vous souhaite une excellente semaine. Et puis, bien évidemment, allez les Verts. Allez, salut à tous. Allez les Verts. À bientôt, les Verts.